Allez, il y a Prad qui est arrivé, on les accueille, bienvenue à eux. Ravi d'avoir tous ces jeunes dans la salle. Donc l'organisation de la matinée, il va y avoir la conférence, ensuite il y aura une pause, les interventions des élèves et des questions. Donc voilà, bonjour à tous, bonjour Monsieur Franklin. Bonjour. Très honoré de vous avoir au cœur de ce qui nous mobilise, au-delà des apprentissages ordinaires au lycée de Céré, la construction du parcours culturel de l'élève. Là, que ce soit le lycée de Céré, mais bien évidemment aussi le lycée de Prades, c'est une préoccupation constante parce que c'est essentiel aujourd'hui. Et dans notre lycée, beaucoup d'actions sont engagées dans ce sens, par des professeurs, des partenaires associatifs, comme Penser un acte, avec qui nous travaillons plusieurs fois dans l'année, depuis de très nombreuses années, et particulièrement aujourd'hui, je les remercie très sincèrement pour ce qu'ils nous offrent. Nous sommes un lycée où il se passe beaucoup de choses, des belles choses, exigeantes par les savoirs exprimés et engagés. J'attends que mes élèves... Merci. Engagés dans la volonté d'agir dans notre société culturelle. Et nos élèves ont beaucoup de chance, monsieur, parce qu'ils peuvent certes étudier Marcel Duchamp comme il est possible de le faire, en cours, comme ils étudient beaucoup d'artistes, particulièrement dans certaines spécialités, mais aujourd'hui, ils bénéficient de votre expertise. Et j'ai lu avec attention ce qui concernait votre biographie, que j'ai trouvé sur Internet, et vous êtes chercheur indépendant, expert reconnu sur la vie et l'œuvre de Marcel Duchamp, plus récemment commissaire d'exposition. Vous avez donné des conférences dans le monde entier, donc nous sommes ravis de vous avoir ici à Céré, et publié de nombreux articles et ouvrages sur Duchamp. Vous avez été aussi le commissaire de l'exposition Brancusi et Duchamp à la Galerie de New York, et vous avez rédigé le catalogue d'ailleurs de cette exposition, etc., etc. Beaucoup de choses. Vous êtes à Céré, on a la chance parce que j'ai vu que vous étiez américain, mais cérétan depuis un certain nombre d'années, et nous pouvons donc bénéficier de votre participation et de votre présence ici. Je me permets de vous présenter votre public d'aujourd'hui. J'ai déjà démarré un petit peu. Il y a, vous avez vu, des adultes, adultes, des adultes amis de l'école avec un grand E. Et c'est formidable de pouvoir mixer un tel public. Il y a donc les élèves de Prades, les élèves de Céré, des élèves de terminale, des élèves de spécialité HLFI, humanité, littérature et philosophie, que je crois que vous avez rencontré dans les classes pendant leurs cours. Des élèves de la spécialité Histoire des Arts, et Histoire des Arts, c'est votre discipline. Votre spécialité d'ailleurs. Donc des élèves d'un lycée de la montagne et des élèves d'un lycée de la ruralité. Des élèves du lycée de la ruralité pour lesquels le musée de Céré est l'ancrage de leur culture en art moderne. Et vous intervenez dans cet univers qui nous est cher. Nos élèves sont curieux, engagés dans ce qu'ils se projettent et sensibles à ce que vous leur offrez aujourd'hui avec cette rencontre avec Marcel Duchamp. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci, Madame la proviseure, pour cette introduction. Et merci d'être venus aussi nombreux
Commençons par la fin. Lorsque Marcel Duchamp meurt le 2 octobre 1968, il a 80 ans avec plus de 65 ans d'activité artistique. Dans les semaines qui suivent son décès, une journaliste américaine cherche à rencontrer Pablo Picasso pour solliciter sa réaction. De 6 ans l'aîné de Duchamp et préoccupé par sa propre postérité, Picasso annonce à propos de Duchamp, je cite, « Il avait tort ». Pour un artiste comme Picasso, une telle accusation n'est pas surprenante. Son propre héritage artistique se compose principalement des quelques 150 000 œuvres qu'il a produites, sous la forme de peintures, de dessins, d'estampes, de sculptures et de céramique. Duchamp, quant à lui, a laissé derrière lui un héritage vaste et vivant, malgré une production relativement modeste, de moins de 700 œuvres. Comme Duchamp l'a reconnu un an avant son décès, je cite, « Je suis content de ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu produire trop. Ce n'est pas nécessaire en art. La règle ne devrait pas être que l'importance d'un artiste est déterminée par la quantité qu'il produit. » Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Duchamp a en effet influencé un grand nombre d'artistes, en Europe, aux États-Unis et jusqu'au Japon. Duchamp a ouvert une porte dans l'histoire de l'art, et cette porte reste ouverte, plus de 50 ans après sa disparition. C'est précisément cette réalité que Picasso a critiquée en proclamant que Duchamp avait tort. Picasso avait raison de se méfier de Duchamp. Dès 1940, l'écrivain et poète André Breton, ami proche de Duchamp, résume la situation comme suit. Je cite, « Notre ami Marcel Duchamp est assurément l'homme le plus intelligent et, pour beaucoup, le plus gênant de cette première partie du XXe siècle. » Mais qui était Marcel Duchamp? D'où venait-il? Qu'a-t-il accompli en tant qu'artiste qui l'a rendu si gênant? Dans ce qui suit, j'esquisserai la trajectoire de cet homme hors de commun qui nous a appris que l'art ne peut pas être simplement une question de regard ou de goût personnel, mais qui doit aussi être une affaire d'idées et d'esprit. Marcel Duchamp est né en 1887 à Blainville-Crevant, un village normand près de Rouen. Il grandit dans une famille d'artistes, bien que son père soit notaire. Il commence à peindre dès 15 ans, en imitant ses 2 frères aînés, Gaston et Raymond, qui sont plus âgés que lui d'une dizaine d'années. Gaston peint sous le pseudonyme de Jacques Villon et Raymond signe ses sculptures Duchamp Villon. Leur sœur cadette Suzanne suit leur exemple et devient elle aussi artiste. Le grand-père maternel, Émile Nicole, fut également un modèle important. Courtier maritime à Rouen, il prend une retraite anticipée
pour se consacrer à la peinture et à la gravure. Il se fait connaître à la fin des années 1870 pour ses gravures de la vieille ville. La famille Duchamp est très soudée. Marcel Duchamp rappelle, je cite, « À l'âge de 16 ans, j'ai pensé pendant 6 mois que j'aimerais être notaire comme mon père, mais c'était juste parce que j'aimais mon père. J'adorais mes frères. » Cette admiration conduit Duchamp, en 1904, à l'âge de 17 ans, à rejoindre ses frères à Paris, avec l'espoir de devenir un artiste comme eux. Il vit d'abord chez Jacques Villon à Montmartre, à 2 pas de l'atelier de Picasso. Il s'inscrit à l'Académie Julian, une école d'art privée et l'une des rares institutions parisiennes à accueillir des femmes. Plus intéressé par le billard que par les cours, Duchamp abandonne rapidement ses études. Au printemps 1905, il échoue au concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts. Malgré son manque de formation institutionnelle, Duchamp suit de près les traces de ses frères. Il assimile rapidement les influences de l'impressionnisme, comme dans les tableaux de Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir. Ce mouvement pictural est paru dans les années 1860 avec pour objectif de représenter la nature éphémère de la lumière et ses effets sur les couleurs et les formes. Duchamp s'intéresse également au post-impressionnisme, en particulier à l'œuvre originale de Paul Cézanne, décédé en 1906. Cézanne avait perfectionné un style de peinture composé de traits et de lignes disjointes qui décrivent géométriquement des objets ou des paysages en plans successifs à l'aide de touches de couleurs juxtaposées. Enfin, Duchamp admire beaucoup Henri Matisse, chef de file du fauvisme. Ce mouvement artistique, né à Collioure en 1905, se caractérise par des formes simplifiées, aux contours bien définis et de larges aplats de couleurs, pures et vives, qui n'imitent pas nécessairement la nature. En 1911, Duchamp se lance dans le cubisme, un langage pictural radicalement nouveau, que Picasso et son ami Georges Braque développent à partir de 1907 et l'approfondissent lors de séjours acérés entre 1911 et 1913. Dans leur tableau, les 2 artistes proposent une approche inédite de la représentation du monde visuel. Ils décomposent, puis réassemblent des corps humains, des objets quotidiens, des paysages et l'espace en général, à partir de multiples points de vue. Les unités géométriques qui structurent leur toile sont souvent à la frontière de l'abstraction. Duchamp s'intéresse au cubisme grâce à ses 2 frères, tous 2 adeptes de la première heure du mouvement. Il aborde cependant le cubisme sous un angle plus personnel et moins systématique, comme il explique, je cite, « Je prenais le cubisme très sérieusement, mais avec méfiance. Je n'ai jamais pu m'astreindre à accepter les formules établies, à copier
ou à être influencé. Plutôt que de devenir un disciple de Picasso ou de Braque, Duchamp adapte le cubisme à ses propres fins, en lui donnant une interprétation plus libre. Ses expériences personnelles aboutissent à des tableaux tels que Portrait Ducinet et Yvonne et Magdeleine déchiquetées. Cette dernière toile est un étonnant double portrait de ses deux plus jeunes sœurs, qui sont représentées plusieurs fois de profil. En décembre 1911 et janvier 1912, Duchamp prolonge ses adaptations et déformations de cubisme dans deux versions de nus descendant un escalier. Dans ces tableaux, nous sommes confrontés à une figure robotique, de sexe et de genre indéterminés, vue sous des angles successifs, qui descend un escalier. Duchamp envoie la seconde version au Salon des Indépendants à Paris. Albert Glaise et Jean Metzinger, tous deux peintres cubistes et membres de la commission de placement, craignent que le titre et le sujet de l'œuvre ne soient perçus comme une provocation délibérée, destinée à bafouer les règles du cubisme orthodoxe. Bien que le nu féminin soit loin d'être exclu de l'esthétique cubiste, et plus généralement de l'avant-garde française de l'époque, la façon dont Duchamp aborde ce thème sacré dérange profondément ses confrères. Le nu descendant un escalier présente le corps féminin dans un contexte tout à fait ordinaire, sans aucun rapport avec la nature idyllique, et plutôt contaminé, entre guillemets, par la mécanique. Duchamp reconnaîtra que cette œuvre fut la convergence dans son esprit de divers intérêts, dont le cinéma et la chronophotographie. Précurseur de la photographie moderne, la chronophotographie fut un procédé mis au point par Étienne Jules Marais en France et Edward Muybridge en Angleterre, qui capturait les phases autrement imperceptibles du mouvement. Albert Glaise et Jean Metzinger font appel aux deux frères de Duchamp pour qu'ils interviennent dans la question du tableau. 50 ans plus tard, Duchamp se souvient de cette confrontation avec amertume. Je cite, « Mes deux frères sont venus dans mon atelier le jour avant le vernissage du salon et m'ont demandé « Tu ne pourrais pas au moins changer le titre ?» Ils pensaient que c'était un titre trop littéraire, au mauvais sens. Un nu ne descend jamais l'escalier. Un nu est allongé. Même le petit temple révolutionnaire ne pouvait pas comprendre qu'un nu pouvait descendre l'escalier. Duchamp toutefois refuse leur suggestion de compromis et retire son tableau, déçu et meurtri que ses frères ne l'aient pas défendu. En dépit de son aspect traumatisant, cet événement constitue pour Duchamp une leçon inestimable. Je cite, « Ça m'a aidé à me libérer complètement du passé, au sens personnel du mot. J'ai dit, bon, puisque c'est comme ça,
pas question d'entrer dans un groupe. Il ne faudrait compter que sur soi, être seul. À la suite de ce drame familial, Duchamp se réfugie à Munich, à l'été 1912, loin de ses frères et loin des querelles parisiennes. Comme il reconnaît, je cite, « Mon séjour à Munich fut l'occasion de ma libération complète. » Cette émancipation consiste pour Duchamp à tracer une troisième voie, sa propre voie, au-dessus et au-delà des limites de la peinture et de la sculpture traditionnelle, incarnées par ses deux grands frères. Pendant son séjour à Munich, Duchamp est extrêmement productif. Il peint par exemple le passage de la Vierge à la mariée et Mariée, qui présentent tous deux un mélange ambigu et inhabituel de formes qui suggèrent à la fois des pièces mécaniques et des organes humains internes. Dans leur titre, les deux toiles évoquent également le statut social et sexuel de la femme, thème récurrent dans l'art occidental. Tout en évitant de se rattacher à une école ou à un groupe artistique, Duchamp adopte et cultive un concept, l'érotisme. Comme il explique, je cite, « Le sérieux est une chose très dangereuse. Pour éviter le sérieux, il faut faire intervenir l'humour. Le seul sérieux que je pourrais considérer, c'est l'érotisme, car ça, c'est sérieux. Et j'ai tenté de m'en servir comme plateforme. » Interrogé vers la fin de sa vie sur la place de l'érotisme dans son œuvre, Duchamp avoue « Je crois beaucoup à l'érotisme parce que c'est vraiment une chose assez générale dans le monde entier, une chose que les gens comprennent. Cela remplace ce que d'autres écoles de littérature appelaient symbolisme, romantisme. L'érotisme était la base de tout ce que je faisais. » Pour illustrer comment Duchamp a mêlé ses explorations de l'érotisme à l'humour, je vous montre deux œuvres tardives. À gauche, vous voyez Prière de toucher, son projet de couverture pour un catalogue d'exposition, sous la forme d'un saint en caoutchouc mousse, dont le mamelon et l'auréole sont peints à la main. Duchamp invite à s'engager dans une activité érotique en touchant le sein. Un tel acte est en contradiction flagrante avec le comportement attendu dans les musées et dans les galeries d'art, où les visiteurs sont priés de ne pas toucher les œuvres. À droite, vous voyez Objet d'art, une sculpture en bronze qui rappelle le sexe masculin. Le titre Objet d'art, D-A-R-D, sonne comme objet d'art, D''A'-R-T. De plus, d'art est un mot d'argot pour désigner le pénis. Cela dit, Duchamp a privé son œuvre de sa puissance en la concevant couchée sur le côté. Incapable de se tenir droit, Objet d'art reste à jamais flasque. Revenons à Munich en 1912.
Le passage de la Vierge à la mariée et mariée sont des études préparatoires pour le chef-d'œuvre de Duchamp qui explore également l'érotisme. Cette œuvre est intitulée « La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes ». Généralement connue comme le grand vers, cette construction est une méditation sur le désir hétérosexuel. Élaborée sur 2 grands panneaux de verre, elle réunit 2 univers opposés. En haut, ce que Duchamp a baptisé le domaine de la mariée, et en bas, l'appareil célibataire. Cependant, rien dans l'œuvre ne nous permet de distinguer ou décrypter ces différentes parties. C'est tout à fait intentionnel. Le grand vers possède un vocabulaire visuel hermétique qui ne peut être déchiffré qu'à l'aide des nombreuses notes et études préparatoires. Ses écrits et ses œuvres illustrent dans les moindres détails la structure et le fonctionnement de ces différentes parties. Enfin, ils incarnent la volonté de Duchamp de redéfinir l'art et de remettre en question les vérités de la science. Je cite, « Toute la peinture, à commencer par l'impressionnisme, est anti-scientifique. Cela m'intéressait d'introduire le côté exact et précis de la science. Ce n'est pas par amour de la science que je le faisais. Au contraire, c'était plutôt pour la décrier d'une manière douce, légère et sans importance. Mais l'ironie était présente. Avec le grand vers, Duchamp entend saboter la prédominance de ce qu'il appelle la peinture rétinienne. Il s'agit notamment des tableaux impressionnistes de Monet ou de l'art abstrait en général, qui font appel à l'œil plutôt qu'à la matière grise du cerveau. Pour Duchamp, le problème de la peinture rétinienne est qu'elle nous dispense, en tant que spectateurs, de tout travail intellectuel pour comprendre l'œuvre. En concevant le grand vers, Duchamp poursuit un objectif tout à fait différent, qu'il décrit ainsi. « Je voulais m'éloigner de l'acte physique de la peinture. Je voulais remettre la peinture au service de l'esprit. » Pour ce faire, Duchamp s'appuie sur le langage, dont il est extrêmement sceptique, en tant qu'instrument de logique, de précision ou d'expression personnelle. Au contraire, Duchamp déforme, corrompt et réinvente le langage comme une nouvelle poésie. Le titre complet du grand vers illustre parfaitement ce phénomène. La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. En ajoutant la virgule et l'adverbe même, l'artiste nous empêche de comprendre le titre ou l'œuvre sur un plan purement banal et littéral. Au lieu de cela, Duchamp nous guide dans le royaume glissant et fantasque du non-sens, où rien, en particulier le langage, ne peut être considéré comme acquis. Il explique sa stratégie comme suit. Les titres, en général, m'intéressaient beaucoup. Les mots m'intéressaient. Les rapprochements des mots,
auquel j'ajoutais la virgule et même, un adverbe qui n'a aucun sens, puisqu'il ne se rapporte ni au célibataire, ni à la mariée. Cet antisens m'intéressait beaucoup sur le plan poétique. Marcel Duchamp est le premier artiste visuel à considérer ses notes et ses écrits comme faisant partie intégrante de son œuvre. Le grand vers en est l'exemple le plus probant. Les centaines de notes qu'il a prises pour préparer le grand vers sont hautement conceptuelles, avec des fondements philosophiques, mathématiques et scientifiques. Ces notes présentent également des expressions et des idées qui résonnent étroitement avec les discours et les débats contemporains dans les domaines de la physique, de la chimie, de la géométrie, de la radioactivité, de la photographie, et ainsi de suite. Duchamp publie des reproductions exactes de ces notes en 1934 et 1966, sous la forme de deux œuvres, communément appelées la boîte verte et la boîte blanche. Ces centaines de bouts de papier constituent un mode d'emploi, en quelque sorte, pour le grand vers, qui est lui-même une rêverie verbale autant que visuelle. Les notes de Duchamp aident en fait le spectateur à identifier et à comprendre les mécanismes internes du grand vers. En tant que telles, elles servent le même objectif que la Bible et d'autres textes religieux, qui offrent des clés de lecture aux peintures religieuses, en permettant aux fidèles de déchiffrer leur sujet et leur symbolisme, souvent abscons. Dans ses notes pour le grand vers, Duchamp nous explique que les 9 célibataires maladroits qui occupent le panneau inférieur luttent en vain pour consommer leur désir sexuel à l'égard de la mariée, qui reste évasive dans le panneau supérieur. Pour apprécier l'approche unique et iconoclaste de la peinture de Duchamp dans le grand vers, nous devons suspendre notre incrédulité et accepter ce qui peut sembler inconcevable, inimaginable, voire grotesque, tout comme nous le faisons lorsque nous lisons une œuvre littéraire. Lorsque Marcel Duchamp revient de Munich à Paris, à l'automne 1912, il se retire du monde de l'art et renonce à une carrière traditionnelle d'artiste. Je cite, « L'art était fini pour moi. Le grand vers seul m'intéressait et il n'était pas question d'exposer mes premiers essais. Je voulais me dégager de toute obligation matérielle. C'était vraiment une décision très nette. Je ne cherchais pas à faire des tableaux, ni à les vendre. » Il trouve alors un emploi à temps partiel comme bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, ce qui lui permet de continuer à travailler sur le grand vers tout en évitant de devoir vendre son art pour vivre. À l'automne 1912, à Paris, Duchamp se rend à l'exposition de la locomotion aérienne en compagnie de ses deux amis, le sculpteur Constantin Brancusi et le peintre Fernand Léger. Ce salon populaire présente les dernières innovations civiles et militaires en matière d'aviation.
Alors que les trois artistes déambulent parmi les différents stands, Duchamp annonce soudain à Brancusi, je cite, « C'est fini la peinture. Qui fera mieux que cette hélice? Dis, tu peux faire ça? » Une telle réalisation en engendre d'autres, de même nature. En 1913, par exemple, Duchamp compose une note pour le grand verre, qui deviendra une sorte de pierre angulaire pour le reste de sa vie. Elle se lit comme suit. « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art? » Concevoir et tester des réponses à cette question philosophique s'avère intellectuellement exigeant, mais aussi richement gratifiant, comme en témoigne l'univers que l'artiste a concocté autour du grand verre. Les premières recherches de Duchamp sur cette question l'ont également amené, au début de 1913, à monter une fourche et une jante de bicyclette inversées sur un tabouret de cuisine. Comme il note, je cite, « Cette machine n'a pas d'intention, sinon de me débarrasser de l'apparence de l'œuvre d'art. Je voulais en finir avec l'envie de créer des œuvres d'art. » Cette opération provisoire, visant à repousser les limites de l'expression esthétique, culmine en 1914 avec ce que Duchamp appelle les ready-made. Il emprunte ce mot anglais qui signifie tout fait ou prêt-à-porter à l'industrie américaine de l'habillement, qui désigne des vêtements produits en série et disponibles à l'achat directement des rayons. En 1960, Duchamp donne une définition faussement simple de ces objets qui ont révolutionné l'histoire de l'art. Duchamp, qu'est-ce qu'un ready-made? Un ready-made, d'abord c'est le mot inventé que j'ai pris pour désigner une œuvre d'art qui n'en est pas une. Autrement dit, qui n'est pas une œuvre faite à la main, faite par la main de l'artiste. C'est une œuvre d'art qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare œuvre d'art sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire. Autrement dit, c'est un objet tout fait. Les ready-made sont en fait des objets quotidiens courants, produits en masse, que Duchamp sélectionne judicieusement comme étant les siens et qu'il isole de leur contexte utilitaire. Pour accentuer leur différence avec leurs cousins ordinaires, il les réoriente souvent physiquement. Par exemple, l'urinoir qu'il baptise Fontaine et le porte-manteau intitulé Trébuchet sont tous deux couchés sur le dos, ce qui rend impossible leur utilisation dans le contexte pour lequel ils ont été conçus. Ces ready-made redéfinissent la sculpture moderne de la même manière que le grand verre transforme la peinture moderne. Les ready-made atteignent deux autres objectifs importants pour Duchamp. Tout d'abord, ils lui ont permis de supprimer la touche de l'artiste dans le processus créatif, en éliminant ces gestes manuels qui distinguent un artiste d'un autre et définissent un style. Comme il le reconnaît des années plus tard, je cite, « En 1913, j'étais déjà dégoûté de mes mains.
je ne voulais rien faire avec mes mains. La main était l'instrument et je voulais donc me débarrasser de mes mains. Les ready-made ont également permis à Duchamp de saper les notions de goût en matière d'art. Il explique comme suit. Le choix de ces ready-made ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était donné sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou mauvais goût. On peut dire que la nature humaine est définie par des questions de goût, qu'ils soient culinaires, vestimentaires, musicales, littéraires, artistiques ou sexuelles. Dans notre ère numérique, nous sommes constamment sollicités à exprimer nos goûts et nos dégoûts. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous sommes incités à liker en bon français ou non, grâce à de nombreux emojis. Le côté néfaste de cette expression incessante de nos goûts personnels se révèle lorsqu'un individu devient la cible de l'antipathie d'une autre personne ou d'un groupe, ce qui peut rapidement dégénérer en harcèlement. Dans ce contexte, la démarche de Marcel Duchamp dans les années 1910, consistant à éviter toute question de goût, qu'il soit bon ou mauvais, est véritablement exceptionnelle. Cela est dû à son refus catégorique de porter jugement. Comme il le proclame, je cite, « L'idée de jugement devrait disparaître. Quelle notion révolutionnaire !» Dans l'un de ses plus célèbres ready-made, Duchamp réussit une fois de plus à intégrer l'humour et l'érotisme. L'année 1919 marque la 400e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Pour l'occasion, Duchamp achète une reproduction en couleur de la Joconde, déjà le tableau le plus célèbre du monde. Au crayon, il défigure le visage féminin d'une moustache et d'une barbiche. Sous l'image, il colle une bande de papier sur laquelle il inscrit les lettres L, H, O, O et Q. Prononcées à haute voix, elles produisent un jeu de mots phonétique. L-H-O-O-Q. Tout comme Duchamp transgresse les frontières traditionnelles de l'art, il fait de même avec le genre et la sexualité dans son œuvre. Dans L-H-O-O-Q, il transforme Mona Lisa en femme poilue et débauchée. Ce faisant, il démêle son genre de son sexe, en croisant les signes vestimentaires et corporels du premier pour qu'ils ne correspondent plus nécessairement au second. Comme l'admet Duchamp, je cite, « Elle a l'air très masculin, comme un chevalier. » Pour nos yeux contemporains, ce personnage moustachu, portant des vêtements féminins, peut également passer à la fois pour une drag queen ou un drag king, un homme ou une femme trans, voire un individu non-binaire qui préfère les pronoms féminins. LHOQ a préparé le terrain pour la propre aventure de Duchamp dans le travestissement. En 1921, il adopte le personnage drague
de Rose, c'est la vie, un jeu de mots sur Eros, c'est la vie. Et il se fait photographier, travesti et maquillé. Pratiquement aucun artiste visuel masculin avant Duchamp, en particulier un artiste hétérosexuel comme lui, n'avait osé explorer ou exploiter son propre corps pour incarner et donner une voix à une identité drague. Duchamp abandonne définitivement la peinture en 1918. Comme il le confie avec ardeur, « Je devenais un peintre professionnel. Et le professionnalisme est toujours la mort de l'art. Je préfère être fusillé, me tuer ou tuer quelqu'un plutôt que de peindre encore. » Après avoir abandonné ses pinceaux, Duchamp s'engage dans diverses entreprises jusqu'à sa mort en 1968, dont pratiquement aucune n'est considérée comme de grand art à l'époque. Il joue aux échecs de manière professionnelle et fabrique les jeux d'échecs. Il conçoit des couvertures de livres et de magazines, des reliures, des catalogues et des affiches. Il se livre à des expériences corporelles telles que le rasage de la tête et le travestissement, comme nous l'avons déjà mentionné. Il compose et publie des calembours et des contrepétries, réalise des films et construit des machines optiques. Enfin, Duchamp imagine et installe des vitrines et organise des expositions. En plus de ces activités diverses, Duchamp consacre son temps à la reproduction de ses propres œuvres sur différents supports et à différentes échelles. Il propose ainsi un nouveau modèle dans l'histoire de l'art moderne, selon lequel certaines copies et les originaux dont elles sont issues suscitent des formes comparables de plaisir esthétique. Comme il affirme, je cite, « Un duplicata ou une reproduction mécanique a la même valeur que l'original. » Il démonte brillamment cette conviction dans La boîte en valise, un ensemble de 69 copies et répliques miniatures de ses œuvres, disposées à l'intérieur d'une valise, comme un musée portatif. Ces reproductions, laborieusement exécutées, ont permis à Duchamp de propager son œuvre sans rien générer de catégoriquement nouveau. Il parvient ainsi à contrecarrer le marché de l'art, dont il s'est méfié profondément. Ce comportement, sans parler de ses activités éclectiques et peu orthodoxes, a sémé la confusion et la colère parmi les critiques et les confrères, y compris Picasso. En 1966, 2 ans avant son décès, Duchamp a eu sa première rétrospective européenne. Lorsqu'un journaliste belge lui demande à l'époque ce qu'il avait fait de sa vie, Duchamp répond ainsi. J'ai une sorte de me servir de la peinture, me servir de l'art comme
pour établir un modus vivendi, une sorte de façon de comprendre la vie, c'est-à-dire probablement d'essayer de faire de ma vie elle-même une œuvre d'art, au lieu de passer ma vie à faire des œuvres d'art sous forme de tableaux, sous forme de sculptures. Je le pense maintenant, je n'ai pas pensé au moment où je le faisais, qu'on pouvait très bien de faire de sa vie, c'est-à-dire sa façon de respirer, sa façon d'agir, sa façon de réagir avec les autres individus. On peut traiter ça comme un tableau, si vous voulez, comme un tableau vivant, même un tableau de cinéma, si vous voulez. Et je crois que, en tout cas, c'est mes conclusions maintenant. Je vous répète bien que ça n'a jamais été voulu et organisé quand j'avais 20 ans ou 15 ans, mais je me rends compte maintenant, après de nombreuses années, qu'au fond, c'est à ça que j'ai tendu. Malgré les doutes de Picasso sur Duchamp et son œuvre, l'histoire a prouvé que Duchamp avait raison de remettre en question nos préjugés sur ce qui constitue une œuvre d'art, la création artistique et le rôle social de l'artiste. En tant que tel, Duchamp proposait un véritable modèle de vie qui reste remarquablement pertinent et trop rare. Comme l'a affirmé son ami proche, le compositeur américain John Cage, je cite, « Je crois littéralement que Duchamp nous a permis de vivre comme nous le faisons. » Duchamp lui-même a ironiquement reconnu l'importance de son projet créatif dans son épitaphe qu'il a rédigé plusieurs années avant son décès. Elle se lit comme suit. « D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. » Plus de 50 ans après la disparition de Marcel Duchamp, son œuvre et ses idées perdurent. Elle continue d'inspirer et d'interpeller de nombreux artistes et amateurs d'art. Et elle nous encourage tous à poser de nouvelles questions afin de comprendre le monde étrange, merveilleux et souvent inquiétant dans lequel nous vivons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une petite pause d'un quart d'heure et après, on aura les deux autres parties de la matinée. Merci. Encouragez-les. Alors, pendant leur récitation, derrière eux, il y a le seul film que Marcel Duchamp a créé, qui s'appelle Animic Cinéma, un film muet de 1925-26, qui consiste de ces spirales optiques et ses contrepétries et ses jeux de mots. Allons-y. En mai 1960, dans une université américaine, Marcel Duchamp participe à un symposium intitulé « L'artiste doit-il aller à l'université et pourquoi ?» Voici la première partie du discours qu'il a prononcé à cette occasion. « Bête comme un peintre. Cette boutade semble avoir eu cours en France depuis au moins un siècle et est encore un argument en usage dans les discussions sur l'art en général. Pourquoi donc l'artiste peintre serait-il considéré comme moins intelligent qu'une personne normale? Serait-ce parce que son occupation manuelle n'a aucune relation immédiate avec l'intellect?
Peut-être aussi, pense-t-on, que le peintre n'a pas besoin d'éduquer son intellect pour devenir un bon peintre. Toutes ces considérations ne sont plus valables aujourd'hui. Les relations entre l'artiste et la société ont changé du tout au tout, du jour où l'art libre a remplacé l'art dirigé à la fin du siècle dernier. Au lieu d'être un artisan employé par un monarque ou une religion, l'artiste aujourd'hui peint librement et n'a plus à obéir aux mécènes à qui, au contraire, il impose sa propre esthétique. L'artiste est maintenant intégré dans la société actuelle. Après s'être émancipé et avoir obtenu sa liberté d'action depuis maintenant plus d'un siècle, il se présente aujourd'hui en homme libre, avec les mêmes prérogatives que le citoyen ordinaire, et parle d'égal à égal avec l'acheteur de ses tableaux. Marcel Duchamp considérait ses notes et autres écrits comme des éléments centraux de son œuvre. Il était particulièrement connu pour ses calembours et autres écrits qu'il a composés et publiés à partir des années 1920. En voici quelques exemples. Esquivons les échymoses des esquimaux homo exquis. Question d'hygiène intime. Faut-il mettre la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé ? Un mot de reine, des mots de rein. Le système métrite par un temps blénorageux. Du dos de la cuillère au cul de la douairière. Parois parées de paresse de paroisse. Abominables fourrures abdominales. L'aspirant habite Javel et moi, j'avais la bite en spirale. Calmez-vous, hein. Probablement plus que tout autre artiste de sa génération, Marcel Duchamp a été constamment sollicité pour donner des entretiens afin d'éclairer ses pensées et ses œuvres. Il a gracieusement accepté de participer à des centaines de conversations de ce type. En voici quelques extraits. Le mot croyance est une erreur. C'est comme le mot jugement. Ce sont des données épouvantables sur lesquelles la Terre est basée. J'espère que, sur la Lune, ce ne sera pas comme cela. Je ne crois pas dans le mot être. Le concept être est une invention humaine. C'est un concept essentiel qui n'existe pas du tout en réalité, auquel je ne crois pas, mais auquel les gens croient dur comme fer. On n'a pas idée de ne pas croire dans le mot « je suis », n'est-ce pas ? Le langage est une erreur de l'humanité. Entre deux êtres qui s'aiment, le langage n'est pas ce qu'il y a de plus profond. Le mot est un galet très usé qui s'applique à 36 nuances d'affectivité. On ne dit jamais rien d'intéressant. Le langage est commode pour simplifier, mais c'est un moyen de locomotion que je déteste. C'est pourquoi j'aime la peinture, une affectivité qui s'adresse à une autre. L'échange se fait par les yeux. Je crois que l'artiste qui fait une œuvre ne sait pas ce qu'il fait. Je veux dire par là, il sait ce qu'il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais il n'est pas capable d'estimer le résultat esthétique. Ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles. Le premier, c'est l'artiste qui produit. Le second, c'est le spectateur. Et par spectateur, je n'entends pas seulement le contemporain, mais j'entends toute la postérité et tous les regardeurs d'art qui, par leur vote, décident qu'une chose doit rester ou survivre parce qu'elle a une profondeur que l'artiste a produite sans le savoir. Et j'insiste là-dessus, parce que les artistes n'aiment pas qu'on leur dise ça. L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait et de la valeur intrinsèque de son œuvre.
À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Supposez que le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou sur une terre sans habitants. Il n'y aurait pas d'art puisqu'il n'y aurait personne pour le regarder. Une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le regardeur, le spectateur, est aussi important que l'artiste dans le phénomène art. Le regardeur ajoute par son interprétation à ce que l'artiste n'a même jamais pensé faire. Non seulement il ajoute, mais il déforme à sa façon, selon son autorité. Justement, j'attache même plus d'importance au regardeur qu'à l'artiste. L'humour et le rire, sans une certaine dérision, sont mes outils préférés. Cela vient peut-être de ma philosophie générale, qui consiste à ne pas prendre le monde trop au sérieux, de peur de mourir d'ennui. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis ouvert à vos questions, mais juste deux précisions. Je suis là d'abord pour les élèves. Donc, les élèves ont la priorité pour poser des questions. Ne soyez pas timides. Et quand vous posez une question, mettez le micro proche de votre bouche. Comme ça, tout le monde peut entendre. Allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va gérer les micros? Je peux le faire. Ah, formidable, merci. Merci beaucoup. Voilà, une personne sur chaque côté. Alors, première question. Allez-y. Côté Matteo. Je voulais savoir pourquoi il a choisi le nom Rose, c'est la vie, parce que j'ai pas bien compris à quoi ça faisait référence. Alors, rose, c'est un mot phonétique qui sonne comme éros, érotisme. Voilà. Au départ, le nom était juste Rose avec un seul R en 1920. Et à partir de 1921, Duchamp a rajouté le second R pour créer ce jeu de mots phonétiques, ce Eros, c'est la vie. Encore une fois, c'est la place centrale qu'il a accordée à l'érotisme dans son travail et dans la vie. Ensuite. Comment vous avez découvert Marcel Duchamp et qu'est-ce qui vous a fait tant vous intéresser à ses œuvres et à son parcours? Ah, bonne question. Alors, j'ai commencé mes études en médecine. Et dans l'université aux États-Unis, où j'ai fait mes études, tous les élèves étaient obligés de suivre quelques cours généraux. Et un de ces cours était l'histoire de l'art. Et moi, avant, j'ai jamais mis les pieds dans un musée. Et j'ai découvert Marcel Duchamp, son œuvre, mais plutôt son personnage. Et j'étais complètement séduit par ce monsieur qui était bien dans sa peau. Il est l'anti-artiste parce qu'il n'était pas tordu. C'est pas Van Gogh qui coupe son oreille, qui est tordu, qui est triste. Duchamp est à l'aise dans le monde. Il est à l'aise avec lui-même. Et j'étais complètement séduit par cela. Et j'ai fait ma thèse sur Marcel Duchamp
Et par la suite, j'ai essayé, quand j'étais plus jeune, de rencontrer les gens qui ont connu Duchamp. Et ça, c'était encore une énorme découverte pour moi, de parler avec les gens qui ont passé du temps avec lui. Les gens, s'ils ont rencontré Duchamp pendant 5 secondes ou 50 ans, il a laissé la même sorte de trace. Et tout le monde avait les souvenirs de ce monsieur qui était pas du tout comme les autres. Et l'anecdote préférée que je raconte souvent, ça concerne mon amie qui s'appelle Monique Fong, qui a 97 ans aujourd'hui. Elle a rencontré Duchamp en 1951, quand elle a eu 24 ans, et Duchamp avait 64. Duchamp l'amène au musée des Beaux-Arts de New York, et Duchamp lui donne une visite guidée. Imaginez, Duchamp vous donne une visite guidée au MoMA. Il tombe sur la galerie où se trouvent les œuvres de Duchamp, et mon amie Monique, courageusement, annonce Monsieur Duchamp, parce qu'elle n'a jamais l'appelé Marcel, Monsieur Duchamp, j'avoue, je ne comprends pas votre œuvre. Duchamp rigole et il dit Monique, ça ne fait rien. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit amis. C'est formidable. Ensuite, il y avait une question en bas ici. Ah bon? Oh. Est-ce que c'est Marcel Duchamp qui vous a donné ce goût pour l'art ou c'est un autre artiste? C'était Marcel Duchamp. Parfait, merci. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas d'autres périodes artistiques. Si je ne faisais pas l'art moderne, sans doute j'aurais fait une thèse sur l'art du Moyen Âge. J'adore l'art du Moyen Âge, beaucoup plus que la Renaissance, par exemple. Oui. Est-ce que, à partir de quelle période l'art tout particulier de Duchamp était accepté par sa famille? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça dépend du pays. Alors, Marcel Duchamp, il a passé quelques années dans les années 10 à New York, entre 1915 et 1919. Et ses premiers collectionneurs sont américains. Et aujourd'hui, 99% des grandes œuvres de Duchamp se trouvent dans les musées américains. Car les Français ont pris beaucoup de temps pour apprécier Marcel Duchamp. Duchamp a eu sa première rétrospective en France 10 ans après son décès, en 1977. La première œuvre qui est rentrée dans les collections des musées nationaux en France, c'était en 1954. Donc les Français étaient très méfiants de Marcel Duchamp. Il avait en fait des collectionneurs plutôt en Angleterre et en Allemagne bien avant la France. Je crois les Français avaient du mal avec quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux et qui a trouvé que le moment où on est trop intello, trop sérieux, ça ne vaut plus la peine. Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours pour en arriver où vous êtes? Je n'ai pas entendu. Quel est votre parcours pour en arriver où vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai fait une thèse quelconque, comme tout le monde. J'avais envie d'être professeur en histoire de l'art, mais je n'ai pas trouvé un poste aux États-Unis. J'ai déménagé en France et en ce moment-là, j'ai rencontré les héritiers de Marcel Duchamp. Et sa belle-fille m'a engagé comme conseiller pour gérer la succession de Marcel Duchamp. C'est une chose que j'ai fait pendant 15 ans. Et en même temps, j'ai édité une revue scientifique consacrée à Duchamp et à son œuvre. Et au fur et à mesure, je continuais de travailler en tant que commissaire d'exposition. J'écris les articles, mais je suis indépendant.
J'ai aucune attache, comme Duchamp lui-même. Je suis libre. Allez-y, lancez-vous. Je voulais savoir, c'était quoi la réaction Où des êtes-vous? gens Ah, face là-bas. à sa transidentité. Je n'ai pas entendu. Je voulais savoir la réaction des gens face à ces moments de transidentité. J'ai pas compris la question. Excusez-moi. C'est sans doute mon français. Quelle était la réaction des gens quand ils se travestissaient? Ah, quand ils se travestissaient, d'accord. Alors, au départ, les gens prenaient ça comme un petit jeu que Duchamp faisait. Mais quand Duchamp a adopté le pseudonyme de Eros c'est la vie, il n'a pas uniquement adopté ce nom, il a signé quelques œuvres avec la signature Eros c'est la vie. Et elle avait sa propre carrière artistique. Et Duchamp, en fait, en adoptant ce pseudonyme, il met en question cette idée que l'artiste est unique, que l'artiste est un personnage seul. Et en fait, il dit, mais pas du tout. Un artiste peut être 2, 3, 4. Cette idée qu'un artiste existe seul dans ses pensées, qui gère tout, qui est une sorte de dieu, Duchamp a complètement renversé ce modèle, en particulier avec le travestissement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de jeunes artistes, surtout les artistes femmes féministes aux États-Unis et les artistes ouvertement gays, qui ont vu en Duchamp un sorte de contre-modèle pour exister dans le monde de l'art. Un modèle qui était en fait opposé à ce modèle de l'artiste masculin comme Picasso. Et avec aujourd'hui, avec la place de le genre et la sexualité dans l'art, le travail de Duchamp et le questionnement sur ces catégories sont plus importants que jamais. Oui. Matteo, au travail. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes d'accord avec la vision que Duchamp porte sur l'art? Absolument. Oui, et vous? Dites-moi. C'est assez spécial comment il... Oui, c'est spécial. C'est innovant, mais après, j'avoue que je suis assez réticent à ce type d'art. Mais ça permet d'avoir différentes visions de ce domaine, mais j'avoue que je suis assez réticent. Pourriez-vous me dire pourquoi? D'où vient cette réticence? Avec rien, il arrive à créer de l'art, et selon moi, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas... C'est pas beau? Comme l'œuvre avec l'urinoir, oui. Il arrive juste à dire que ça c'est de l'art, mais c'est lui qui le dit en soi. Pour moi, ça n'en est pas, par exemple. Duchamp a dit cela en partie, mais n'oubliez pas, il a dit autre chose. Il a dit le spectateur termine l'œuvre d'art. Le spectateur décide si cette œuvre mérite d'être reconnue. Donc, ce n'est pas uniquement l'artiste. C'est une sorte de triangle entre l'artiste, l'œuvre et la réception de l'œuvre. Avec, bien sûr, cette idée que nos préjugés concernant le goût ne peuvent pas rentrer en ligne de compte. C'est ça qui est très difficile pour beaucoup de monde. Et c'est la raison pour laquelle Duchamp est souvent considéré comme un fumiste. Et quelqu'un qui a, entre guillemets, détruit l'art. Il est accusé de cela tout le temps. En 1961, Duchamp a donné une conférence au Musée d'art moderne de New York et un intervenant dit « Marcel Duchamp vous proclame la mort de l'art.
Duchamp, bien sûr, il rigole. Il a dit, mais au contraire, pas du tout. Je voulais tuer l'art uniquement pour moi-même. C'était sa démarche personnelle. Il ne dit pas que l'art doit être comme le sien, partout, pas du tout. Mais il dit qu'il y a une autre manière de faire de l'art, de réfléchir, de se positionner dans le monde et d'exister en tant qu'artiste. Comme j'ai cité, un artiste ne devrait pas être jugé par la quantité d'œuvres qu'il produit. Il y a d'autres manières de poser cette question. Il y a d'autres manières d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire, la valeur d'une œuvre d'art. Et Duchamp, je crois, est important parce qu'il ouvre cette porte de questionnement. Si on aime ou on n'aime pas son travail, ça ne compte pas vraiment. C'est de laisser ses idées circuler. Et cette mise en question continuelle de l'existence même, qui est l'ouverture de Marcel Duchamp. Je ne sais pas si je vous persuade ou pas, mais c'est comme ça que je le vois et que je le sens. Blablabla. Pourquoi Marcel Duchamp a-t-il arrêté ses œuvres? Où êtes-vous? Là. Ah. Pourquoi Marcel Duchamp a-t-il arrêté ses œuvres surréalistes? Ah, Marcel Duchamp n'était jamais surréaliste. Alors, André Breton, le pape du surréalisme, a toujours essayé de récupérer Duchamp dans le mouvement. Mais Duchamp, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation de Duchamp qu'il a dit « Il ne faut jamais être un membre d'un groupe, être seul ». Duchamp était anti-groupe, politique et artistique. Et il a toujours refusé de signer les tracts surréalistes et de participer aux manifestations surréalistes. Ceci étant dit, il a régulièrement collaboré avec les surréalistes, parce que les surréalistes étaient ses amis. Et c'était par amitié que Duchamp était d'accord d'organiser les expositions, de dessiner les couvertures du catalogue, et ainsi de suite. Mais Duchamp n'était jamais surréaliste. Marcel Duchamp était absolument dadaïste. Il était même un des pères du dadaïsme, avec Francis Picabia. Absolument. Marcel Duchamp a-t-il fait la guerre? Ah, non. Marcel Duchamp n'a pas fait la guerre. Marcel Duchamp a dit, en 1915, « Je combattre la guerre avec les bras croisés ». Marcel Duchamp avait un problème cardiaque. Il était en fait exempté de son service militaire. Et avec la vague de nationalisme en France, il a décidé de partir aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle il s'installe à New York en 1915. Mais tout de suite après, nous avons les États-Unis qui rentrent en guerre en avril 1917. Et Duchamp, il a dit, le nationalisme aux États-Unis, c'est 10 fois pire qu'en France. Donc, je me barre. Et il part à Buenos Aires, où il joue aux échecs pendant 1 an et demi. Excusez-moi. À partir de quel moment Marcel Duchamp interroge la place du spectateur dans les œuvres d'art et qu'il communique son idée sur le fait que les regardeurs sont aussi importants que les artistes? Oui. Ça c'est une très bonne question. Et c'est une bonne question parce que c'est tellement révolutionnaire. Duchamp commence à articuler cette idée à la fin des années 40. Et dans les années 50, il parle plusieurs fois dans les entretiens et surtout en 1957, il donne une grande conférence aux États-Unis qui s'appelle le processus créatif.
Et c'est dans ce texte qu'il décrit pour la première fois ces théories concernant en fait le rôle du spectateur dans l'œuvre d'art. Mais c'est relativement tard dans sa carrière artistique. Oui. Est-ce que Picasso et Marcel Duchamp, ils se connaissaient déjà avant que Picasso le critique ou pas? Oui. Le frère aîné de Marcel Duchamp, Jacques Villon, était assez proche avec Picasso à partir des années 10 à Montmartre. Et Marcel Duchamp a croisé Picasso à Montmartre et par la suite à Montparnasse. Ils n'étaient jamais amis, par contre. Mais même Duchamp a écrit quelques textes sur Picasso, mais les textes tout à fait neutres, pas du tout critiques, et ces textes étaient publiés dans les années 50. Excusez-moi, je voulais vous demander... Où êtes-vous? Ici. Je voulais vous demander si le ready-made de Duchamp avait été repris par certains de ses confrères de son temps. De son temps, non. Mais il y a une autre tendance dans l'histoire de l'art, surtout dans l'histoire de l'art surréaliste, qui s'appelle l'objet trouvé. De récupérer un morceau de bois sur la plage ou un coquillage et de mélanger ces objets pour faire une œuvre. Donc, une sorte d'œuvre hétéroclite. Ça, c'est très répandu parmi les surréalistes. Mais Duchamp dit, le ready-made n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Parce qu'on a toujours ces questions de choix et de goût. Et aujourd'hui, le ready-made est partout, dans l'art contemporain. Sans le ready-made, on n'aura pas l'art contemporain. Oui. Je voulais savoir quelque chose. Marcel Duchamp, il a tendance à beaucoup critiquer l'art. J'ai du mal à comprendre s'il aime l'art, ou s'il critique, ou s'il fait parce qu'il aime l'art, ou parce que pour contrer les choses. Enfin... Je crois que c'est les deux. Les deux? Oui. Duchamp n'avait pas beaucoup d'estime pour les artistes qui suivaient les chemins battus. Et il n'a pas beaucoup de patience pour l'artiste qui se répète en permanence, comme Renoir, par exemple. Renoir, c'est le cas classique, l'antithèse de Duchamp, qui faisait nu après nu, après nu, après nu, pour les vendre sur le marché de l'art. Duchamp disait qu'il y a une autre façon de faire de l'art. Mais même si Duchamp critiquait le concept de l'art traditionnel et les artistes souvent plus âgés que lui, donc morts, il a systématiquement refusé de se prononcer sur ses contemporains. Jamais. Il ne critiquait personne. Comme il a dit, l'idée de jugement devrait disparaître. Mais par contre, il a toujours encouragé les jeunes artistes. Il a toujours soutenu les artistes. Dans les années 60, Duchamp est quasiment le premier artiste très connu d'assister au happening aux États-Unis. Ces sortes de performances farfelues des jeunes artistes. Et en fait, il était totalement intrigué par ce monde complètement décalé que ces artistes ont créé à cette époque-là. Et il a toujours dit, allez-y, avancez-vous, croyez en vous-même. Il y a deux questions là. Ce serait pour savoir s'il a reçu des critiques pour avoir marqué, à chaud au cul, sous la Montmartre, vu la popularité de l'œuvre. J'ai pas entendu, excusez-moi. Ce serait pour savoir si Marcel Duchamp a reçu des critiques pour avoir marqué à chaud au cul sur la Montmartre, vu la popularité de l'œuvre. Pas vraiment. Pas vraiment.
il y a un contexte pour LHOQ qui n'est pas uniquement la 400e anniversaire du décès de Léonard de Vinci. Il y avait un autre événement très important dans l'histoire contemporaine de la Joconde. La Joconde était volée du Louvre en 1911 par un gardien qui était d'origine italienne. Et ce gardien a ramené la Joconde à Florence parce qu'il pensait que c'était une œuvre italienne qui appartenait aux Italiens. Okay? Et cette œuvre était cachée chez lui pendant 3 ans. Et c'était redécouvert en 1914 et raccroché au Louvre. Donc, LHOQ parle à cette histoire et aussi à Léonard de Vinci lui-même. Okay? Il y avait une théorie qui a émergé dans le 19e siècle que, c'est absolument farfelu, que la Joconde était un portrait de Léonard lui-même en travesti. Sans le moindre d'évidence historique, sauf le fait qu'on sait que Léonard de Vinci était homosexuel. Et Duchamp aussi, il titille cette histoire-là aussi, avec LHOQ, à mon avis. Oui. Je voulais vous demander, parmi toutes les œuvres que vous nous avez présentées, quelle œuvre de Marcel Duchamp vous préférez et pourquoi? Alors, je vais dire, l'œuvre que je préférais, c'est Marcel Duchamp lui-même. Alors, où êtes-vous? Ici. Ah, merci. Alors, pour moi, l'art, c'est avant tout une transmission d'émotions. Et j'arrive pas vraiment à comprendre quelle émotion il veut transmettre au spectateur en exposant un urinoir ou un porte-manteau. Je suis d'accord en partie avec votre définition de l'art, de transmettre l'émotion. Mais est-ce que c'est que ça? Duchamp était également intéressé par l'idée de transmettre les idées et l'esprit, et de poser les questions qui vous obligeaient de vous interroger et de repenser vos propres préjugés, vos propres formations culturelles, intellectuelles, sociales. Vous ne croyez pas à ça? C'est pas grave. J'ai du mal à comprendre le message qu'il veut faire passer, surtout que des objets comme ça de la vie de tous les jours, il en fait son art à lui, mais finalement, il y a pas de, c'est pas sa création en fait. C'est pas un art non, qui lui appartient. pas du tout. La démarche est d'éviter l'usage de la main dans le processus créatif, car le peintre est défini par sa main, sa patte, ok? Et Duchamp a dit il y a une autre façon de faire de l'art. Et il suit 2 directions en même temps. Nous avons le grand vers, cette œuvre totalement farfelue, ce vers qui parle de la relation avec la femme et l'homme, qui est complètement hermétique, incompréhensible, sans ses propres textes. Donc, ça c'est un chemin vers l'esprit et les idées, et l'autre, c'est avec les ready-made, ces objets fabriqués en série que Duchamp choisit, essayant de mettre à côté ses propres goûts. Est-ce qu'il a réussi? Il était humain quand même. Et c'est par ce biais-là qu'il lui dit peut-être il y a une autre manière d'exister en tant qu'artiste et de poser des questions dans le monde de l'art par ce moyen-là. C'est pas beau, c'est pas un style, mais c'est exactement ça le but de Duchamp. Pourquoi on est obligé de toujours dire de très loin, ah, ça c'est un Monet, et on est très très content parce qu'on a identifié le Monet. Mais
Non, Duchamp n'a jamais eu un vrai style, parce que son style était dans les idées et dans l'esprit. C'est difficile à comprendre, c'est très philosophique, hein? Il y a des quantités de livres écrits par les philosophes et les spécialistes dans le domaine de l'esthétique sur Duchamp, sur cette démarche, ce que ça veut dire d'exister en tant qu'artiste dans cette manière-là. Mais pour moi, Duchamp était à la fois très, très conceptuel, mais il n'a jamais arrêté d'utiliser ses mains. Duchamp a dit « Je déteste le mot artiste, je préfère être appelé artisan et bricoleur. » Alors, voilà, les plus âgés maintenant. Juste une question. Vous êtes amené à authentifier les œuvres de Duchamp. Il a demandé si... Bonjour. Vous êtes amené à authentifier des œuvres de Duchamp. Oui. Comment les reconnaissez-vous? Alors, quand j'ai travaillé pour la succession de Marcel Duchamp, effectivement, j'ai donné les authentifications régulièrement dans les maisons de vente. Les maisons de vente, souvent, ne peuvent pas vendre une œuvre d'un artiste sans l'accord de sa succession ou de l'artiste lui-même. Donc, en tant qu'expert sur Duchamp, c'est une connaissance que j'ai accumulée avec le temps, que j'ai identifié, en fait, certaines œuvres comme vraies, et même les œuvres jamais répertoriées, mais aussi plusieurs œuvres tout à fait fausses. Non. Ça, on connaît très très bien le répertoire des ready-made de Duchamp, c'est très restreint. C'était plutôt les dessins, des fois les tableaux, surtout les œuvres de jeunesse. Avant, Duchamp est devenu un artiste plus conceptuel quand il était peintre. Il y a des fois les œuvres qui émergent, qui sont signées Duchamp. Il y a d'autres artistes qui s'appelaient Duchamp aussi, hein, en France. C'est pas que Marcel. Donc, dans ce cas-là, j'ai identifié plusieurs tableaux qui n'étaient pas de Marcel Duchamp, mais de la main de quelqu'un d'autre. Oui. Ah, là. Dans le grand verre, les formes qu'il a choisies, c'était censé représenter la mariée et les célibataires ou c'était pour d'autres raisons? Alors, pour éviter de tomber dans ce trou noir qui est le grand verre, la mariée est ce truc bizarre en haut et en bas, il y a 9 célibataires. Mais cette œuvre, c'est une sorte de machine d'amour qui ne fonctionne pas. Donc, en bas, alors, je vais rechercher l'image. Voilà, là. Alors, ici, ce sont les 9 célibataires, OK? Et ces 9 célibataires, ils ont les formes mécaniques. Ils sont attachés à cette machine-là, une glissière. La glissière est attachée ici par ces 2 croix et les tamis qui se trouvent là. Et ici, c'est une broyeuse de chocolat. OK? Donc, dans les notes de Duchamp, toutes ces petites parties bougent. OK? Et il produit une sorte de gaz sexuel, qui essaie de remonter et rejoindre la mariée. Si vous ne croyez pas, c'est pas grave. C'est complètement dérangé. Mais et ils essaient, sans succès, à consommer leur désir pour la mariée, qui est une sorte d'insecte ici en haut, avec ces trois ouvertures que Duchamp a créées. Il a même
Il a même pris un petit canon de jeu et il a lancé les allumettes pour marquer les 9 endroits où les 9 célibataires essaient de planter leur sperme. C'est complètement dingue. Ouais. Et la broyeuse à chocolat, vous avez dit, c'est juste pour... Enfin, c'est un mécanisme? Tout à fait. Et cette broyeuse de chocolat, Duchamp a vu dans une vitrine à Rouen. Dans un chocolatier, il a dessiné, il a fait 2 tableaux en tant qu'étude pour cette partie du verre. Et chaque partie du verre a ses propres études, soit les dessins, soit les tableaux. C'est très, très complexe. Duchamp a commencé la fabrication de cette machine en 1915. Il l'a abandonnée en 1923 parce qu'il en avait marre. Il l'a déclaré définitivement inachevé. C'est une très jolie idée pour une œuvre d'art. Mais là, c'est de la 2D ou ça pourrait bouger? Excusez-moi? Là, c'est en 2D ou ça pourrait vraiment tourner? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Non, pas du tout. Et ça mesure 3 mètres de haut et 2 mètres de large. C'est énorme. C'est énorme. Autre chose. Oui. Ah, pardon. Il a eu des contacts plus privilégiés avec d'autres artistes avec qui il aurait beaucoup échangé, parce que bon, j'ai bien compris qu'il faisait cavalier seul, il ne s'était jamais rattaché au groupe. Oui. Par exemple, sa relation avec Brancusi. Oui. Et Oui, je vais répéter la question. Alors, Michel demande si Marcel Duchamp avait les relations proches avec d'autres artistes, parce qu'il faisait cavalier seul. Duchamp était ami avec beaucoup d'artistes. Ses meilleurs amis, Constantin Brancusi, le sculpteur, Man Ray, le photographe américain. Il était également très, très proche avec Salvador Dali. On ne pensait pas à première vue que Duchamp aurait quelque chose à dire à Dali. Duchamp a passé chaque été à Cadaqués à partir de 1958, grâce à Salvador Dali, qui s'est installé là dans les années 30. Donc Duchamp avait toujours un lien avec d'autres artistes de sa génération, et pas que les artistes visuels, aussi les écrivains, comme André Breton, comme Tristan Tzara, le grand poète dadaïste, et aussi son compositeur John Cage, que j'ai montré en photo. Il était très proche avec lui, très proche avec Jasper Johns, qui est toujours vivant à 91 ans, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, adoré Duchamp, adoré Duchamp. Il a même fait un petit film sur Duchamp dans les années 60. Oui. Du coup, moi, je me posais la question de son petit côté bricoleur avec les ready-made. Je voulais savoir si il voulait pas rendre hommage, en fait, aux artisans avec la révolution industrielle, de se dire que finalement, les gens qui ont inventé les urinoirs, des choses qui nous facilitaient la vie, c'était pas ça aussi l'art. Oui, 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 je crois que vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. Je crois, en fait, avec les ready-made, Duchamp met en question pas uniquement la définition de l'art avec un majuscule A. Il met en question toutes ces catégories de convenances qu'on emploie tous les jours pour nous conforter dans la vie. Et Duchamp, je crois, il se dit, non, on peut fonctionner différemment. On peut valoriser la chose qui est semble-t-il, banale, comme on peut critiquer les chefs-d'œuvre. Il a cette même approche avec la hiérarchie entre l'original et la copie. Et Duchamp est la première artiste dans le XXe siècle de mettre sur le même niveau l'original et ses copies. Et c'est la même sorte de critique.
Cette idée, parce que quand on adhère à l'hiérarchie, c'est toujours une forme de jugement, c'est toujours une forme d'exclusion. Et Duchamp était contre ça, à juste titre, à mon avis. Oui, où est le micro? Oui, derrière vous. Les titres et les notes sont partie intégrante des œuvres de Marcel Duchamp. Or, ce sont avant tout des mots et ça appartient au domaine, il me semble, des écrivains. Et on a déjà le témoignage d'André Breton, mais qu'en pensaient les autres écrivains justement quant à cette démarche de mélanger les mots et le visuel? Oui, ils étaient fascinés par la démarche de Duchamp. Et la première étude sur ces notes de Duchamp pour le Grand Vers était écrite et publiée par André Breton lui-même dans les années 30. Et ce n'était pas uniquement l'existence des mots sur les bouts de papier qui intriguait les écrivains et les poètes de l'époque de Duchamp, c'était cette idée de déployer le langage pour un autre but, et pas uniquement un but cartésien, pour expliquer quelque chose. Parce que Duchamp, il s'est méfié terriblement du langage comme un mode de communication. On dit c'est la fin? Ah non, une question de plus, en haut. Allez-y. Moi, j'avais une question par rapport aux ready-mades. Oui. Et savoir si Marcel Duchamp ne s'était pas inspiré d'autres artistes pour faire ses ready-mades ou si ce concept, ça venait seulement de lui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes par la suite qui ont réussi à basculer l'art traditionnel en faisant, grâce à des ready-mades, par exemple? Oui. Avant Duchamp, personne. Il est le premier de faire cela. Par la suite, il y a beaucoup d'artistes qui approprient les objets du quotidien dans leurs œuvres, mais Duchamp est vraiment, il vient de nulle part. Hein. Il vient de nulle part. Mais dans mon texte, j'ai essayé de souligner l'importance de ces deux frères. Il ne faut pas oublier cette famille d'artistes où Duchamp est né, car c'est son frère aîné Jacques qui est le grand peintre et son deuxième frère Raymond qui est le sculpteur, qui exige à Duchamp, quelque part, de trouver cette troisième voie, qui est le grand vers et les ready-made. Sans ses frères, je me demande qu'est-ce que c'était en fait l'avenir de Duchamp. Hein? Peut-être il aurait été une sorte de peintre traditionnel, c'est possible. Hein? S'il n'y avait pas cette confrontation avec ses deux frères autour du nu descendant d'un escalier, Duchamp aurait pu juste suivre inconsciemment dans la trajectoire de ses deux frères. Bon, avec ça, je vous dis merci.